Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du jeudi 25 janvier, dont voici tout de suite les titres. 10 ans déjà pour l'opération Une naissance, un arbre, une plantation qui, vous le verrez, rencontre chaque année un franc succès. Départ aujourd'hui du 86e rallye Monte-Carlo, nous vous présenterons les 4 nouvelles Mégane RS mises à disposition pour ouvrir les épreuves spéciales de cette première manche du championnat du monde des rallyes. Nous reviendrons sur le concert jeune public donné à l'auditorium Régnier 3 par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et en fin d'édition, nous vous proposerons un Focus Info sur le tout premier salon du tatouage monégasque. Pour la 10e année, la mairie a reconduit l'opération Une naissance, un arbre. La plantation annuelle s'est déroulée sur le massif de la Tête de Chien. Patricia Navarro et Olivier Bonello y assistaient. Cet arbre a une dizaine d'années. 10 ans, c'est le chiffre anniversaire de l'opération Une naissance, un arbre, mise en place par la mairie de Monaco. Une initiative tout à la fois humaine et positive pour l'environnement. C'est un partenariat avec l'Office national des forêts. C'est aussi la suite de l'engagement de Monaco dans le programme des Nations Unies Plantons pour la planète. Aujourd'hui, ce sont donc les plantations pour les naissances 2016, 938 arbres ou arbustes qui représentent donc 938 naissances au centre hospitalier Princesse-Grasse, à la clinique Princesse-Grasse. Les plantations s'effectuent dans l'environnement proche de Monaco. Cette année, c'est une nouvelle fois le massif de la Tête de Chien qui a retenu l'attention de l'Office national des forêts, un lieu durement éprouvé en raison d'un vaste incendie survenu en 2015. Ces arbres sont issus de pépinières forestières, qui sont issus du Vaucluse, plantés dans le Vaucluse. Et donc on va les installer sur ce site en collaboration avec vous. Alors pourquoi sont si petits? C'est parce que ces arbres petits sont justement très adaptés aux conditions très difficiles du terrain. À savoir que plus un arbre est grand et plus il aura de difficultés à reprendre dans ces conditions difficiles. Donc c'est pour ceci qu'en forêt, on choisit toujours le pari, et qui est d'ailleurs réussi, de mettre des petits arbres lors des plantations. Les familles réunies pour l'occasion ont ainsi planté des chênes, des pins, des pistachiers et des érables. C'est sympathique de pouvoir participer à l'opération justement. Suite à la naissance de mon fils, c'est très, très sympathique et très convivial. Elle a bien aimé, super. L'idée est vraiment géniale. Alors Mathieu, racontez-nous un petit peu ce que vous venez de faire là avec Selena. Écoutez, on a planté un chêne vert que l'on reviendra voir tous les ans pour voir la progression de la petite et du chêne. Et au total, depuis que l'opération Une naissance, un arbre a vu le jour, ce sont plus de 10 000 arbres qui ont été plantés. Ce jeudi a lieu le départ de la 86e édition du rallye Monte-Carlo. Sachez que le constructeur Renault a préparé et mis à disposition 4 nouvelles Mégane RS pour ouvrir les épreuves spéciales de cette première manche du championnat du monde des rallyes. Vanessa Dessy vous les présente. Leur rôle est essentiel pour le bon déroulement d'un rallye. Les voitures de sécurité ouvreuses parcourent les épreuves spéciales avant les concurrents. Le but étant de relever les éventuels problèmes sur le parcours et de s'assurer que les spectateurs soient correctement placés. Mission première, bien sûr, sur la sécurité des pilotes, sécurité des spectateurs. Donc le rôle, il y a 3 voitures ouvreuses, le triple 0, le double 0 et le 0. Le triple 0 part 40 minutes avant, c'est moi qui la pilote. Le double 0 part 20 minutes avant et le 0 part 10 minutes avant le premier concurrent. Leur rôle essentiel est de surveiller que les spectateurs respectent bien les consignes, que tout le monde est bien rangé, bien qu'avant les 3 voitures soient passées d'autres véhicules d'Automobile Club qui font la sécurité aussi et qui balayent toute la piste. Le groupe Renault et l'Automobile Club de Monaco sont partenaires depuis près de 30 ans. L'ACM est l'un des clubs automobiles les plus célèbres au monde. Il organise des courses emblématiques, compte plus de 5000 membres et près de 150 licenciés pilotes. Cet accord permet donc aux constructeurs aux losanges de fournir les voitures de l'organisation. La relation entre Renault et l'Automobile Club de Monaco, c'est une très longue histoire qui est chaque jour meilleure. Je crois qu'on a la même passion, on a le même goût du travail en équipe et ça fait des années qu'on travaille ensemble pour s'améliorer. Donc nous prêtons un certain nombre de voitures, c'est 190 voitures en ce moment à l'Automobile Club. Nous avons fourni aujourd'hui 4 Mégane RS spécialement préparées pour servir de voitures ouvreuses
et de voitures d'assistance sur le rallye et puis demain sur le Grand Prix de Monaco. Et puis nous avons lors du Grand Prix des courses de Formule Renault en levée de rideau du Grand Prix de Formule 1 et tous les ans nous présentons une nouveauté. L'année dernière c'était justement la Mégane RS avec Nico Hülkenberg. Donc on est très satisfait de ce partenariat et je pense que ça marche parce qu'on est sur la même longueur d'onde, quoi. On a le même amour de l'automobile. 4 roues directrices, 4 butées hydrauliques de compression, un nouveau moteur avec plus de couple. La nouvelle Mégane RS est un concentré de technologie de haute performance à découvrir sur les routes du 86e Rallye Monte-Carlo. Triste soirée pour l'AS Monaco. Les joueurs de Leonardo Jardim se sont fait éliminer de la Coupe de France par Lyon en 16e de finale. Retour sur cette rencontre avec Frédéric Elion. C'était une demi-finale, voire une finale avant l'heure, une répétition générale aussi avant le choc du 4 février entre les deux équipes, en Ligue 1 cette fois-ci. Pour ce 16e de finale de Coupe de France, Monaco et Lyon ont livré un match spectaculaire où les joueurs de Leonardo Jardim ont alterné l'inquiétant et le très bon. Tout commence bien pour les Rouges et Blancs, 14e minute. Le coup franc de Fabinho est repris victorieusement de la tête par Jovetic, 1-0 et 4e but, toute compétition confondue pour le Monténégrin cette saison. Très remuant mercredi soir, Bertrand Traoré remet les deux équipes à égalité avec un but magnifique, une sorte de coup du sombrero de la tête, ponctué d'une frappe placée du pied gauche, un partout à la 22e. 4 minutes plus tard, les Gaunes enfoncent le clou, Memphis Depay trouve la barre transversale de Benaglio, Mariano Diaz a suivi et marque malgré le retour de Sidibé, 2-1 pour Lyon à la mi-temps. Par séquence, Monaco semble regarder jouer son adversaire. Punition à la 55e avec un centre de Bertrand Traoré repris par Mariano Diaz et scellé 3-1. Les entrées de Tillmans et Guézal vont faire beaucoup de bien au Monégasque. L'espoir renaît à la 72e avec la réduction du score signé Ronny Lopez. Dans le temps additionnel, Kamil Glik est à quelques centimètres d'amener les deux équipes en prolongation, mais sa tête vient heurter le poteau. Avec beaucoup de réussite, le ballon termine dans les bras de Lopez. 3-2 score final, Lyon est en 8e, Monaco est éliminé. C'est sûr qu'il y a beaucoup de déceptions. On a poussé dans les dernières minutes. Voilà, ça n'a pas suffi. On a manqué un peu de chance aussi avec les montants et 2-3 occasions qu'on a à la fin. Mais voilà, je pense que dans l'ensemble, on a perdu le match sur le manque d'impact. On les a beaucoup trop laissés jouer. On a manqué d'impact physique, je trouve. Après avoir joué Paris à domicile et avoir gagné, on va dire, dans les arrêts de jeu, on délivre un très bon match qui a été difficile sur la fin parce que Monaco voulait visiblement se qualifier. Donc deux résultats qui sont positifs, mais surtout une qualité de jeu qui est exceptionnelle et qui peut permettre à Lyon d'envisager plein de bonnes choses. Donc on est ravis par et la qualité du match et puis les deux résultats positifs de la semaine. Toujours dans l'actualité sportive. En basket, Monaco impressionne toujours en Ligue des Champions et affole les compteurs. 12e match et 12e victoire pour la Roca Team. La dernière en date, mercredi soir, la plus difficile sans doute de cette campagne européenne, sur le parquet d'Oldenbourg, 84-78. Précieux en défense, Ali Traoré sort un joli match avec 10 points, 4 rebonds et 2 contres en 13 minutes. En attaque, Paul Lacombe, 20 points et Chris Evans, 17 points, toujours en haute altitude, permettent à Monaco de prendre un petit matelas de 14 points après 15 minutes. Les Allemands ne lâchent rien, portés par les 16 points et 7 passes de McConnell et les 23 unités de Ricky Polding. Oldenbourg passe devant dans le 3e quart-temps, mais avec une défense retrouvée et un 9-0 dans le dernier acte. Monaco, privé de Kraft et Amarassi, signe donc un 12e succès consécutif. Culture avec un nouveau concert jeune public proposé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. À la direction, Maxime Tortelier, accompagné sur scène par une artiste dessinatrice sur sable. Retour sur cet après-midi musical avec José Sacré.
Mercredi 24 janvier, à l'auditorium Régnier 3, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a accueilli les enfants pour un concert très justement intitulé « Concert jeune public » dirigé par Maxime Tortelier. Au programme, les tableaux d'une exposition de Modeste Moussorgsky, orchestration de Maurice Ravel. Pour accompagner ou pour illustrer cette œuvre, exemple brillant de musique à programme, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avait invité la peintre sur sable Katerina Barsoukova. Le dessin sur sable est un petit théâtre dont la scène est une table lumineuse où se déroule l'histoire projetée sur grand écran. C'est ainsi que des poignées de sable prennent vie et réalisent en quelque sorte une véritable exposition éphémère où se retrouvent les personnages de la musique de Moussorgsky. Mais, Maestro Tortelier, est-ce que la réalisation de cette artiste talentueuse ne risque pas de détourner l'attention des enfants de la musique? Très honnêtement, oui, je préfère vous dire que la réponse est oui. C'est un risque qui est présent, car elle est, comme vous dites, très talentueuse, Katerina Barsoukova. Donc, il me revient à moi et à l'orchestre, bien sûr, de faire en sorte que la dimension sonore de ce spectacle soit au moins égale, si ce n'est supérieure en qualité, ou en tout cas en attractivité, à ce qu'elle propose, parce que sinon, en effet, les yeux des jeunes vont être rivés sur l'écran sans que leurs oreilles soient activées. Et je pense que, comme je dis, j'ai mon rôle à jouer. Il ne faut pas oublier aussi que le chef est entre l'orchestre et le public. Il a un certain rôle, par sa présence physique et son langage corporel, il a un certain rôle de médiation. Et je vais essayer d'utiliser ce rôle pour que le spectacle soit vraiment total. Le prochain concert grande saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo aura lieu le 4 février sous la direction de Kazuki Yamada avec en soliste Vadim Repin. Au programme Stravinsky, le concerto pour violon numéro 1 de Prokofiev et la symphonie pastorale de Beethoven. C'est l'heure à présent de notre Focus Info consacré au salon du tatouage. Pendant 2 jours, plus de 150 tatoueurs se sont donné rendez-vous à l'espace Léo Ferré pour faire découvrir leur art. Aujourd'hui, le tatouage est devenu un phénomène de société, mais pas question de tatouer n'importe quoi sur n'importe qui sans avoir de solides notions. Le reportage est signé Dominique Poulain et Serge Frémont. Plus qu'un phénomène de mode, le tatouage aujourd'hui est devenu un phénomène de société. Un Français sur 10 est tatoué. Monaco Info vous propose de découvrir les coulisses d'un univers parfois méconnu du grand public. Sur les bras, les jambes et même le visage, le tatouage est partout. Avec ce look, difficile de passer inaperçu. Les tatoués en France sont 10 fois plus nombreux qu'il y a 15 ans. Autrefois réservé aux marins, le tatouage est, jusqu'aux années 80, l'apanage des bad boys et des gros bras fans de Harley. À partir des années 90, il prend une dimension artistique. Je pense que dès lors qu'il y a des styles, qu'il y a différents styles, différentes vibes, différentes approches du sujet, on a du travail old school, traditionnel, réalisme, etc. Aujourd'hui, vous pourrez le voir. Je pense que oui, on peut parler d'art. Pendant 2 jours, les passionnés et amateurs de ce nouveau phénomène de société sont réunis à l'espace Léo Ferré pour le premier salon du tatouage organisé à Monaco. Plus de 150 tatoueurs des pays du monde entier, comme le Brésil, la Polynésie ou la Grèce, sont là pour présenter leur art. Est-ce que tout le monde peut devenir acteur? Est-ce que tout le monde peut devenir champion de Formule 1? Je crois qu'il faut déjà à la base être vraiment amoureux de ce métier et avoir quand même certaines prédispositions, au moins en dessin et en relationnel avec les gens, parce que c'est très important aussi le relationnel. Donc tout le monde, oui, tous ceux qui sont doués pour l'être peuvent devenir tatoueurs. Le tatoueur
trace dans un premier temps les contours du dessin choisi par le client, avant de s'attaquer au remplissage à l'encre. À Monaco, Mathias remporte le Best of Day, un concours qui récompense les plus belles créations. Là, vous tatouez une scène d'un film culte quand même, hein. C'est un film qui nous a beaucoup plu, d'ailleurs c'est pour ça que j'en ai parlé avec Jeff, on ne savait pas trop quoi faire, on avait envie de suivre un peu sur ce qu'on avait commencé, c'était la ligne verte il n'y a pas longtemps à Marseille, et puis là il me dit écoute je me ferais bien un Morgan Freeman, et puis on parle du film Les Évadés qui est un film qui nous avait marqué les deux, et donc voilà, comme je vous disais, question de feeling, c'est parti direct. Est-ce qu'il faut être bon en dessin pour être tatoueur? Alors il y en a qui ont la chance de commencer et de ne pas être forcément très fort en dessin et qui justement sont très investis dans le truc et apprennent en même temps, et c'est ça qui est intéressant parce que les mecs ça leur donne des gros coups de motivation et ça transforme un peu leur vie parce que ils se mettent à dessiner à 30 ans, à 25 ans, à 35 ans et ça c'est intéressant, mais il est vrai que ce sera toujours plus simple pour quelqu'un qui dessine déjà à la base. Et Mathias mettra 5 heures pour réaliser ce tatouage. L'acte du tatouage a toujours un sens, mais c'est souvent esthétique aussi. La passion du tatouage est devenue, chez certains, une obsession, voire une addiction. C'est quelque chose qui va avec son temps en fait, c'est quelque chose qui est passé de... Avant c'était mal vu, c'était assez catalogué, et maintenant c'est quelque chose qui est bien vu parce que Jack, avec les joueurs de foot, avec la société actuelle, donc c'est quelque chose qui maintenant s'est rentré dans les mœurs et c'est mieux vu déjà pour qu'il y ait une convention à Monaco, c'est que ça a vraiment changé d'échelon quoi. Voilà. C'est un art et je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'art et pourquoi pas sur le corps. Au tout début, il y a eu un déclic, quoi. Non, pas forcément. Ça a été sur un coup de tête la première fois et après, on peut plus s'en passer. En France, les salons de tatouage poussent comme des champignons. Ils sont plus de 4000 tatoueurs dans l'Hexagone. Un business florissant, à tel point que certains n'hésitent pas à se lancer dans la clandestinité, à s'improviser tatoueur, à moindre coût, pour les couleurs ou les aiguilles, et ce, au détriment de l'hygiène, avec des effets secondaires comme des infections. C'est catastrophique. Il y a une évolution ces derniers temps au niveau du tatouage. Avant, moi je suis de Nice, et je sais qu'il y a une quinzaine d'années, il y avait 5 tatoueurs à Nice. Aujourd'hui, nous sommes 65. Donc ça a explosé. Malheureusement, il n'y a pas que des bons. Il y a beaucoup de tatoueurs médiocres qui ont maintenant pignon sur rue et qui grugent un petit peu la clientèle qui pense avoir affaire à des bons tatoueurs. Autre constat, les tatoueuses sont rares. Elles ne représentent que 25% de la profession. C'est un milieu qui a été fermé pendant pas mal de temps et petit à petit ça s'ouvre et donc les femmes sont mieux acceptées et on trouve notre place dans le tatouage. Comment vous êtes devenue tatoueuse? C'est une passion, je suis rentrée dans un shop pour apprendre à tatouer et voilà, j'ai jamais arrêté. Moi je me spécialise vraiment dans le portrait. Je fais du portrait depuis le tout début, là. Après 1 an d'apprentissage, j'ai commencé tout de suite à me lancer vers le portrait. C'est des choses qui m'attirent énormément. J'aime beaucoup les enfants. Je fais beaucoup aussi des portraits de gens décédés, des vedettes, des trucs comme ça. C'est des choses que je pense qui vieillissent vraiment bien aussi. On ne peut pas vraiment regretter d'avoir fait le portrait de son enfant, je pense. Autre type de tatouage, le tatouage éphémère. Un art traditionnel issu des cultures arabo-musulmanes. Il peut résister plusieurs semaines avant de disparaître. Ceux qui se font un tatouage éphémère, c'est ceux qui n'osent pas franchir le pas du vrai tatouage. C'est pour essayer, c'est pour rigoler ou aussi avant de faire un vrai tatouage, ouais. C'est une pré-étape, on va dire. Ouais, voilà, ça donne un petit aperçu, ça donne des gens, ça une petite approche du tatouage, quoi. Bien qu'il soit devenu un geste répandu, presque banal pour certains, le tatouage nécessite un temps de réflexion, car il peut encore passer pour un signe de manque de respect, notamment aux yeux des recruteurs. Un Français sur 3 dit regretter ses tatouages. Pour les faire enlever, de nombreux dermatologues et médecins sont aujourd'hui spécialisés dans le détatouage au laser. Ce laser Picoé est un laser américain qui a été mis sur le marché depuis 2016. Oui, c'est la meilleure technologie aujourd'hui parce qu'ils ont des tirs de laser 100 fois plus rapides qu'avant.
Donc l'avantage, c'est que ça fait pas mal ou beaucoup moins mal qu'avant. Ça ne fait pas du tout de croûte. Et du coup, les séances ne sont plus espacées de 2 mois, mais que de 1 seul mois. Et surtout, ça hyper fragmente le pigment. C'est-à-dire que ça transforme... Avant, on transformait le rocher en caillou. Aujourd'hui, on transforme le rocher en sable. Et donc, le pigment est tellement fragmenté que les macrophages viennent nettoyer. Et au cours de 5 séances en moyenne, on voit disparaître complètement le tatouage et on a une peau saine. Le gros avantage aussi, c'est que le tir laser est tellement rapide que les mélanocytes, les cellules qui sont responsables de la coloration de la peau, ne sont pas altérées et vous n'avez donc pas du tout le phénomène de tatouage fantôme de la séquelle de l'ancien tatouage. Mais ce détatouage a un coût, parfois 3 fois plus cher que pour faire un tatouage. Entre 50 et 300 € la séance, en fonction bien sûr de la surface à détatouer. Voilà, vous l'avez vu, il y en a pour toutes les couleurs et pour tous les goûts. Et certains pensent même que les tatouages dans les années futures remplaceront les tableaux dans les galeries d'art. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons aux prévisions météo de ces prochains jours à présent. Malheureusement, il n'y aura pas d'amélioration vendredi. La tendance sera pluvieuse. Les températures seront comprises entre 10 et 12 degrés. Le ciel s'annonce instable samedi avec un ciel nuageux. La pluie cessera de tomber en matinée. Peu de changements du côté du mercure. Un temps clair s'installera généralement dimanche avec de belles éclaircies et une hausse des températures. Une tendance qui se confirmera lundi. Le soleil arrivera à s'imposer et nous gagnerons quelques degrés. Les nuages viendront perturber le ciel monégasque mardi, le soleil jouera cache-cache et même cas de figure mercredi, le mercure sera stationnaire, il fera un maximum de 11 degrés. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une agréable soirée sur Monaco Info.